je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 194 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je pense, va beaucoup résonner avec vous vu qu'on va parler de comment avoir un business rentable, comment avoir un business qui se développe tout en limitant son temps de travail, en le limitant jusqu'à 20 heures de travail par semaine, entre gros guillemets seulement. Alors on ne va pas se mentir, c'est certainement pas moi, Aline Bartoli, avec The Bee Boost, qui va vous parler de comment travailler que 20 heures par semaine parce que c'est un concept qui m'est tout simplement inconnu. Par contre, j'ai invité sur ce podcast ma très chère amie Charlotte Apieto, qui est aussi une entrepreneuse que j'admire énormément, pour venir partager son retour d'expérience sur la question. Charlotte est fondatrice de Postadem, une entreprise qui aide les salariés à poser leur démission, soit pour retrouver un job qui leur convient plus, qui a plus de sens, soit pour monter un side business. Donc elle parle aussi un petit peu d'entrepreneuriat. Elle est également autrice du livre Postadem, que je vous recommande, et hôte du podcast du même nom. De toute façon, c'est simple, sur Internet, tout ce qui s'appelle Postadem, c'est ma chère Charlotte Apieto. D'ailleurs, vous l'aviez déjà entendu sur ce podcast. Elle était intervenue sur l'épisode 65 sur comment créer un side business quand on est salarié et je suis absolument heureuse, ravie de la retrouver de nouveau aujourd'hui pour échanger sur comment avoir un business rentable en travaillant 20 heures par semaine puisque c'est son parcours, son histoire, ce qu'elle vit au quotidien, quelque chose qui m'inspire beaucoup d'ailleurs chez elle. Et donc j'ai hâte de décortiquer son organisation, ses process, son mindset avec elle. Un épisode un petit peu particulier puisque j'ai le plaisir, peut-être que ça s'entend d'ailleurs à l'audio, de l'enregistrer en vrai avec mon invité du jour. Bonjour Charlotte. Bonjour Aline, bonjour à tous. As-tu l'impression d'être un petit peu à la radio actuellement ? Complètement, mais je suis à la radio paraît-il. Est-ce que tu es prête à être écoutée par des millions d'auditeurs ? Des milliards, je suis prête. Des milliards. La terre entière écoute ce podcast. Bon, aujourd'hui on va parler de business rentable, mais surtout on va parler de business rentable sans se brûler au passage en travaillant, ce qui est ton cas, 20 heures par semaine. Je fais un petit feedback avec l'épisode « Peut-on réussir sans se brûler ?» J'en avais déjà parlé en disant que justement, tous les entrepreneurs à assez haut niveau, entre guillemets, en termes de CA qu'il y avait autour de moi, j'avais observé qu'ils étaient passés à un moment ou à un autre par la case burn-out et que tu étais, je le cite d'ailleurs dans cet épisode de podcast, la seule exception qui confirme la règle quelque part. Quelqu'un que j'ai toujours vu travailler 20 à 25 heures par semaine, un tout petit peu plus en période de rush, mais je t'ai jamais vu en mode débordé, à courir de partout. Donc hâte de parler de ça avec toi. J'ai une petite question sur toi, Charlotte. Peux-tu me citer 2 choses que tu aimerais que les gens sachent sur toi ? Je peux partager 2 choses plus mindset et fonctionnement perso. La première, c'est qu'en fait, quand il m'arrive un problème important, j'ai une capacité à passer outre assez rapidement, qui en fait simplifie beaucoup la vie et que j'ai parfois du mal à expliquer, mais qui simplifie beaucoup la vie. Et l'autre côté, par contre, qui est moins folklorique, c'est que, en fait, même si ça peut donner l'impression de l'extérieur des fois d'être parfait, bien comme il faut, etc., en coulisses, c'est pas toujours si simple. Et je pense qu'on va en parler d'ailleurs dans le podcast d'aujourd'hui. C'est qu'il y a la théorie et la pratique en tant qu'entrepreneur. Et voilà, il n'y a pas que l'extérieur qui va compter, il y a aussi ce qui se passe en coulisses. C'est vrai que je peux rebondir là-dessus, c'est que je t'ai observé avoir parfois des coups durs en business et toujours avoir une capacité d'analyse objective, de rebondir, de trouver des actions dans les minutes qui suivent assez ouf, quoi. Jamais je t'ai vu t'apitoyer sur ton sort et toujours être en mode action, résolution, etc. et de manière très pragmatique, en fait, et j'admire beaucoup ça chez toi. Merci. On commence par un compliment, c'est bien. Il faut. Ok, allons-y doucement. Le titre de ce podcast, c'est « Avoir un business rentable en travaillant 20 heures par semaine ». Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemble une journée type pour toi, dans la peau de Charlotte Apieto, et ensuite une semaine type de travail pour toi ? Très bien. Alors, le matin, je me réveille à... Non, je vais pas vous faire la morning routine, mais par contre, blague à part, le matin, je prends du temps. C'était quelque chose qui me frustrait beaucoup quand j'étais salariée, c'est que je devais me dépêcher, partir prendre le métro, le RER, etc. Et une des raisons de poser Madame, c'était de pouvoir démarrer ma journée comme je l'entendais. Et tu vois, les 20 heures semaine, c'est un rythme... Moi, j'ai besoin d'un rythme assez lent. Ça ne veut pas dire que je suis lente, mais ça veut dire que j'ai besoin d'espace et j'ai besoin de temps dans mon esprit, même dans mon appartement,
appartement, dans ma vie, etc. Et donc, ça va se ressentir aussi sur mes routines de vie et de travail parce que les deux sont très, très imbriqués. Tu le sais, hein, quand on est entrepreneur, il n'y a pas la sphère vie et la sphère travail. Les deux sont liés et le travail et la vie et inversement. La vie, c'est un travail. Mais en tout cas... Oh, punchline. Mais... Ça finira dans les chapitrages de cet épisode de podcast. Mais en tout cas, le matin, je me laisse du temps pour le coup avec ma routine yoga, petit déjeuner, parfois balade, voilà, ce genre de choses. Et je ne suis pas une routine stricte, je suis pas en fonction du besoin et de l'envie. Et d'ailleurs, ça rejoint notre sujet d'aujourd'hui où, tu vois, au début, je cherchais à rentrer dans une routine type un peu comme le Miracle Morning en me disant, mais le matin, je suis censée lire, écrire, méditer, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que juste, j'avais des phases de vie. Il y a des phases où j'ai envie d'écrire, il y en a d'autres où j'ai envie de lire, il y en a d'autres où j'ai envie de faire je sais pas quoi d'autre. Et je vais me tenir vraiment à ce qui me fait plaisir et à ce qui m'apporte du bien et pas ce qui est objectivement bien en ce moment ou tendance. Et donc ma journée, elle commence vraiment par ça. Et tu vois, c'est lié à notre sujet de travailler 20 heures par semaine ou de faire un peu différemment de ce qu'on entend. C'est que je pense que ça s'applique aussi au cadre qu'on se met dans notre business et dans notre vie. Donc, une longue introduction pour dire que je fais du yoga le matin et qu'ensuite, généralement, comment ça se passe au niveau du boulot. Je sais, en fait, dans ma semaine, et je vais commencer par la semaine parce qu'elle détermine les semaines, c'est qu'à la semaine, je sais quelles sont mes priorités de la semaine. Je commence pas un lundi matin sans savoir, en fait, quels sont ce que j'appelle mes 3 big rocks, mes 3 gros cailloux de la semaine. Et le fait de savoir ça, ça tient sur 3 lignes et donc je sais que ce qui va compter, c'est de m'occuper de ça. Mais après, honnêtement, que je m'en occupe le lundi matin ou le jeudi après-midi, en fait, je me fais une espèce d'organisation à la base juste pour me dire ok, ça passe dans mon agenda, est-ce que je dois changer des choses, mais ça s'arrête là et je vais pas me forcer à ce que ce soit à tel moment. C'est pour ça que je pourrais pas donner une organisation type de la journée. Les seules choses fixes que j'ai, c'est le vendredi, c'est les réunions d'équipe, donc de 10 souvent à 13, j'ai des réunions avec mon équipe. En dehors de ça, en fait, je crois que c'est tout en fait comme obligation dans ma semaine que j'ai. Donc je vais avoir certaines semaines des rendez-vous, comme là par exemple pour enregistrer notre podcast. Je peux avoir certains rendez-vous par-ci par-là avec l'agence qui fait nos publicités ou voilà, mais c'est très flexible. Ça va aussi se caler en fonction de l'année parce que dans l'année, je vais avoir des moments où par exemple je vais être en mastermind pendant 3-4 jours et donc ces 3-4 jours, je ne vais pas travailler puisque je serai en mastermind. Donc en fait, c'est plus à un niveau macro, tu vois, sur l'année, le mois, la semaine que ça s'organise. Et ensuite, par contre, dans ma journée, je me laisse une grande flexibilité. Et donc, du coup, de ce temps, qu'est-ce que je vais faire généralement ? Je vais faire de la création de contenu, mais pour moi, c'est de l'écriture. C'est en fait, on est sur de l'email quotidien chez Postadem, donc les emails. La gestion des projets en cours qui peuvent varier selon ce qu'on fait. Ça peut être de la création de formation. Ça, c'est pas si souvent que ça parce que en fait les formations de Postadem ne sont pas faites que par moi, loin de là. Alors il y en a une en ce moment sur laquelle d'ailleurs je travaille qui est de moi pour le coup, mais c'est pas que ça. Et donc généralement ça va s'articuler autour de ces activités-là. Et après en dehors je vais passer du temps sur soit de la formation parce que forcément je me forme, je m'auto-forme. Tu vois que je fais partie d'un mastermind aussi. Ça peut être de la lecture aussi. J'aime beaucoup avoir du temps, même un mardi après-midi pour aller à la plage avec un livre ou un podcast et étudier et réfléchir à partir de ça. Donc essentiellement ça va être ça peut être un projet immobilier, ça peut être plein d'autres choses qui vont venir se caler en dehors. Mais la base, voilà, c'est vraiment ce qui me fait plaisir et qui correspond à mes priorités. Et ce que je connais aussi de toi, c'est que tu es quelqu'un qui déteste avoir des obligations, et encore plus des obligations extérieures, c'est-à-dire en termes de rendez-vous que les gens te fixent, des sollicitations, des choses comme ça. Tu nous décris là un petit peu, j'ai l'impression, la journée et la semaine idéale d'un entrepreneur qui est en mode « j'ai 3 priorités pour faire avancer mon business », et rien d'autre, tu vois, à part quelques calls d'équipe. Et là, je me dis, où sont les mails quotidiens ? Où sont les messages sur les réseaux sociaux ? Où sont toutes les sollicitations et les questions quotidiennes de ton équipe ? Comment est-ce que tu t'es organisé par rapport à tout ça ? Écoute, c'est des bons exemples, je peux y répondre. Alors, la gestion des emails, pour le coup, je suis très mauvaise élève et s'il y en a bien une qui fera pas un cours sur comment avoir une inbox zéro, c'est moi. Puisque Ok, c'est bien, on rentre direct dans le dur. Allons-y, ma boîte email, non, c'est un enfer sur Terre, mais en fait, du coup, j'y vais pas, tu vois, c'est très simple. Donc, essaye pas d'envoyer un email à Charlotte. Ça, exactement, c'est pour ça que l'adresse, d'ailleurs, email de Postadem, c'est certainement pas moi qui la gère, c'est hello@postadem.com. Moi, j'ai mon adresse Postadem et moi, je sais que il y a plein de périodes dans ma vie où j'ai essayé, tu sais, de m'y tenir bien, de faire le truc bien, ça dure 8 jours. Et en fait, c'est comme les routines matinales que t'as pas envie de faire. C'est exactement la même chose. J'ai même suivi une formation Inbox Zero. À la fin, je me suis dit, mais je m'en fous. J'ai pas du tout envie de savoir faire ça. Donc, pourquoi faire ? Donc, je sais qu'en fait, ça, tu vois, c'est l'acceptation aussi de l'imperfection. Il y a peut-être 2-3 personnes, là, tu vois, qui vont entendre le podcast, qui vont dire, bah oui, moi, justement, Charlotte, elle m'a pas répondu. Alors déjà, dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu... C'était la mauvaise adresse email. Mais c'est surtout que je me dis, je préfère qu'il y ait quelques personnes
qui soient un petit peu frustrés ou qui me perçoivent mal, parce que je suis pas parfaite, mais que de moi, en fait, subir mon temps et mon business à cause de ça. Donc c'est aussi un parti pris. Et d'ailleurs, tiens, un truc sur quelque chose qui pourrait surprendre de toi, je te disais l'extérieur d'apparence un peu parfait, etc. Parce que je sais que c'est un feedback qu'on peut me faire. Et j'avais un copain qui m'avait dit, il avait été très surpris parce que quand j'avais monté mon business au tout début, il me l'avait pas dit sur le coup. Mais plus tard, il m'a dit, bon, j'avoue, quand t'as commencé, je me suis dit que tu t'en sortirais pas parce que t'étais trop perfectionniste et que ce serait la galère. Et on s'est revus des années plus tard et il me dit, franchement, quand je vois comment tu fonctionnes aujourd'hui, j'aurais jamais pensé que tu sois pas perfectionniste comme ça. Et donc voilà, donc ma boîte email, pour le coup, comment je fais ? En fait, il y a les mails qui s'accumulent, il y a plein de choses qui servent à rien, donc je les regarde même pas. Et ce qui est vraiment utile, pour le coup, je vais y répondre, mais j'ai pas une routine type, et donc ça me prend peut-être 1 heure par semaine, en fait. Voilà, par exemple. Et par contre, la boîte email de Postadem, pour le coup, elle est gérée par Clotilde en ce moment. Et elle a bien organisé. On a un outil pour ça. Et elle sait très bien gérer ça. Moi, c'est pas du tout ma zone de génie, donc ça, c'est quelqu'un d'autre. Les réponses sur les réseaux sociaux, pareil. Il y a une community manager qui répond aux messages. Parfois, c'est moi aussi. Donc ça aussi, c'est géré pour le coup. Moi, je les lis la plupart du temps, mais j'y réponds pas. Et c'est quoi le 3e exemple que tu m'as donné ? Je crois qu'il y avait autre chose. Les questions de ton équipe au cours de la semaine. Alors ça, c'est une très bonne question parce que pour le coup, j'ai du mal à gérer la quantité. Tu vois, la quantité de messages, la quantité de projets ou de choses à faire dans une journée. Par contre, la qualité, ça m'importe. Et c'est pareil dans mes relations, tu vois, personnelles que dans mes relations professionnelles. Et en fait, il y a quelques personnes dans ma vie dont je vais être très proche et très disponible pour ces personnes-là. Et toutes les autres personnes, c'est pas que je les apprécie pas ou que je leur veux du mal ou pas du tout, c'est juste que je ne sais pas gérer. Et tu vois, par exemple, c'est horrible ce que je vais dire, mais mon anniversaire, s'il y en a qui m'écoutent, mes messages d'anniversaire de mes 30 ans, qui datent au moment où on enregistre d'il y a 2-3 mois, je n'ai pas encore répondu à tous mes messages d'anniversaire. C'est terrible. Et je sais qu'à un moment, par contre, c'est les personnes, celles en tout cas, où vraiment on a une relation, on va dire de qualité, où on va se revoir. Là, je vais prendre le temps. Et tu vois, je préfère prendre le temps. On se voit, par exemple, une après-midi, on profite, on va se faire une balade, que je suis tout le temps connectée à mes messages. Et du coup, l'équipe, c'est un petit peu ça. C'est que j'ai 2-3 personnes où vraiment je suis disponible et je sais que je vais prendre le temps en direct pour ça. Et le reste du temps, on va se caler des moments vraiment quali, mais pas tous les 4 matins. J'adore parce que vraiment ce qu'on entend et ce qui transparaît de toutes les réponses que tu nous fais, c'est le peu mais le bien. C'est-à-dire que tu choisis consciemment de ne te préoccuper que de peu, que de l'essentiel quelque part, de faire l'impasse sur tout le reste qui t'a frustré certaines personnes ou à laisser des gens sans réponse mais que t'es totalement OK avec ça parce que pour toi ce serait sacrifier ton bien-être et ton confort, ce qui est, on l'a compris, hors de question pour toi, mais pas en mode précieuse et princesse, vraiment en mode mon équilibre de vie perso et pro et mon espace mental passe avant les sollicitations extérieures. J'aimerais arriver à faire ça aussi. Et bien par contre, que le peu que tu décides de tacler dans ta semaine, tu le fais extrêmement bien dans le fond, quoi. J'espère, j'essaye en tout cas. Mais tu vois, ça veut pas dire que c'est parfait pour autant. C'est ce que je disais, c'est que même si cette organisation-là, elle me convient, y a forcément des petits loupés. Et je pense que c'est ça, tu vois, une des clés aussi de la sérénité en tant qu'entrepreneur et en tant qu'être humain de façon générale, c'est d'accepter que, en fait, il y aura des loupés. Et à partir du moment où tu sais qu'il y aura des loupés, c'est ok, mais tu vois, c'est comme, je sais pas, je prends souvent le parallèle entre les relations amoureuses et professionnelles. En vrai, si ta relation, tu sais que peut-être qu'un jour elle va se terminer, t'es moins sous pression tout le temps de te dire faut absolument que ça fonctionne, que ça dure. Alors ça veut pas dire, comme tu sais que potentiellement ça peut louper un jour et que t'es ok avec ça veut pas dire que tu vas saboter ta relation et que c'est terminé maintenant et que ça va être l'enfer. Non, tu vas vivre le truc au max, mais du coup tu seras beaucoup moins stressé par la perspective que ça s'arrête. Et pour moi c'est un petit peu pareil dans le fond des choses qu'on fait, c'est qu'on fait au mieux, mais on sait que ça peut ne pas fonctionner, on peut ne pas être apprécié et c'est un petit peu comme ça. Et puis après les gens connaissent le fonctionnement. Tu vois, j'ai des amis qui savent très bien que c'est pas du tout contre eux et du coup, ils y prêtent pas spécialement attention. Et puis, il y a des gens qui me détestent. Mais non, qui pourrait te détester ? J'entends que tu délègues beaucoup. Tu nous as parlé de Clotilde qui gérait la boîte mail, de ton équipe qui gérait plein de choses, la community manager qui gérait les messages, etc. Là, j'entends déjà les auditeurs du podcast dire « Bah oui, mais du coup, moi, je suis tout seul. Est-ce que je peux faire la même chose étant tout seul ?» Et du coup, je vais te demander de retourner quelques années en arrière. Quand tu as commencé Postadem, est-ce que déjà à l'époque, tu travaillais 20 heures par semaine et que tu avais cette espèce de sanctuaire qui est ta vie personnelle en mode « rien ne passera outre ces limites-là » en mode Gandalf, tu vois, you shall no pass, ou est-ce que tu bossais beaucoup plus à ce moment-là pour le lancement de ton business quand tu étais toute seule ? Alors déjà, moi, j'ai effectivement commencé seule et j'ai délégué très vite parce que j'ai commencé vraiment officiellement Postadem, c'était en janvier 2018, et en mai, il y a Marine qui est arrivée et qui était en fait stagiaire, stage de 2 mois. Donc j'ai commencé comme ça.
Elle faisait quoi comme rôle ? Elle était, justement, elle était sur de la création de contenu, réseaux sociaux. Elle s'occupait aussi de la newsletter parce qu'à l'époque, on avait une newsletter hebdo. Donc, c'était stage assez généraliste, communication et marketing, quoi. Donc, c'était la première fois que moi, j'avais quelqu'un dans l'équipe. Et tu vois, j'ai commencé du coup assez vite avec une stagiaire. Et après, j'ai eu une freelance. D'ailleurs, après, c'est devenu Marine, la freelance, qui du coup est avec nous depuis 4-5 ans. Et donc, j'ai commencé assez rapidement. En fait, je partais du principe que une fois que j'avais fait quelque chose dans mon business, la deuxième fois, c'était pas à moi de le faire. Attends. Pause, redis-le. Une fois que j'avais fait une chose dans mon business, eh bien la deuxième fois, c'était pas à moi de le faire. Est-ce qu'on peut faire un tout petit aparté et que tu nous dises quelques mots là-dessus ? Parce que c'est hyper intéressant. En fait, pour moi, l'essence du business, c'est d'apprendre. Pourquoi je fais ce que je fais ? C'est parce que j'ai envie d'apprendre des choses et de progresser. Pas pour me recréer, en fait, un job que j'aurais pu avoir par ailleurs. Donc, je suis vraiment partie du principe dès le début. Par exemple, le mentorat, tu vois, qu'on a dans notre programme Side Project. J'ai fait 1 ou 2 sessions où c'était moi. Et en fait, après, je me suis dit, même qu'une, je crois, où c'était vraiment que moi, je me suis dit, j'ai déjà fait, du coup, de mentorer les membres de Side Project. Donc, je vais pas le faire une deuxième fois. Je vais prendre quelqu'un pour le faire. Et ce temps qui va m'être libéré, il va être dédié à autre chose pour, passer à l'étape supérieure dans mon business. Et ça, c'est vraiment un truc auquel je crois. Parce que soit tu automatises, soit c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Après, il y a aussi des choses qu'on peut vouloir garder dans le business ou qui ont du sens de garder soi-même. Par exemple, aujourd'hui, le copywriting, c'est moi qui le fais. On pourra en discuter, mais en tout cas, sur le principe, c'est vraiment de se dire, je passe à l'étape d'après, je mets quelqu'un. Et en plus, l'avantage d'avoir déjà fait ça toi-même, c'est que tu sais recruter. Parce que tu sais ce que ça nécessite, tu sais à quoi ça ressemble au quotidien, tu connais, tu vois, c'est un langage que tu parles et donc ça facilite aussi le recrutement, je trouve. Donc, j'étais partie de ce principe-là. C'est hyper intéressant. J'ai trop envie de rebondir en te demandant qu'est-ce que tu décides de garder et sur quoi tu te bases, mais on en parlera plus tard. Allez. On va boucler la fameuse question de comment est-ce qu'on fait quand on est tout seul et qu'on veut travailler 20 heures par semaine. Comment toi, tu t'es organisée ? Est-ce que tu travaillais vraiment 20 heures par semaine à tes débuts déjà ? Alors, en toute transparence, je ne me souviens pas parce que je ne traquais pas mon temps. Ça fait maintenant peut-être 4 ans. Je pense que la première année, en fait, je ne traquais pas mon temps. Aujourd'hui, j'utilise Toggle, qui est un petit outil. Aujourd'hui, tu traques ton temps, tu traques toutes tes heures. Je traque tout. Mes heures de sport aussi. Alors, c'est des grandes catégories. Il y a la catégorie post-ADEME, la catégorie sport, la catégorie immobilier et la catégorie autre. Donc ça, c'est quand je réfléchis à des projets ou des choses comme ça. Et j'aime bien le traquer pour voir, en fait, le temps que ça prend. Alors, je suis pas non plus hyper réglo sur l'analyse de mes chiffres, mais ça me donne une petite idée de voir, ok, cette semaine, j'ai fait tant. Et c'est comme ça que je sais mon temps de travail. Parce que je pense que si j'avais pas Toggle, j'aurais tendance à penser, je sais pas comment je le percevrais, mais de moi-même, je me dirais pas, j'ai fait 20 heures ou 25 heures ou 18. T'aurais l'impression de faire plus ou de faire moins ? Peut-être de faire un petit peu plus, je sais pas, c'est une bonne question parce que je suis tellement habituée, mais je pense qu'on se rend pas compte. Et d'ailleurs, je l'avais posé, j'intervenais au séminaire d'équipe d'un ami et je leur ai demandé, en fait, à son équipe, est-ce que vous savez combien d'heures vous travaillez par semaine ? Et ils en avaient aucune idée. Et je pense qu'on se rend pas compte. Et autant vous travaillez plus ou moins que vous ne le pensez. Et voilà, enfin, c'était un autre sujet. Mais en tout cas, je traquais pas au début. Je me souviens qu'au début, déjà, la toute première année, j'avais un rythme différent. Alors, je sais que j'avais beaucoup voyagé, pris des vacances, donc lycée sur l'année, je pense que honnêtement, c'était pas plus qu'aujourd'hui. J'ai juste le souvenir que, comme je faisais les coachings moi-même et que, en fait, c'est une cible de salariés, j'avais beaucoup de coaching le samedi et en soirée. En semaine. Donc je sais qu'il y avait ça qui me prenait quand même pas mal d'énergie et c'est pour ça qu'au bout d'un an en fait j'ai arrêté les coachings et que j'ai délégué les coachings. Mais je sais qu'il y avait ça. Après j'ai jamais eu l'impression, tu vois, de cravacher, de me donner corps et âme, de pas pouvoir profiter de la vie en dehors de mon business, comme ce qu'on m'avait dit, parce qu'on m'avait dit quand je me lançais, pendant 2 ans en gros, tu vas pas pouvoir te payer pendant 2 ans et t'as plus de vie pendant 2 ans. J'étais là, wow, non, moi j'ai pas posé madame pour souffrir, je suis pas là pour ça. Et donc dès le début j'ai quand même fait attention à moi, quoi. Mais j'imagine qu'en plus, tu devais avoir l'impression de beaucoup travailler de par le fait qu'il y avait ces coachings le soir, le week-end, où c'est tellement des horaires pas habituels pour le travailler que du coup, quand tu termines à 22, 23 heures, t'es explosé, même si la journée, t'as pas fait grand-chose, entre gros guillemets, on s'entend. Ouais, et puis en plus, je vivais à Paris, et tu vois, quand je repense à cette période, quand j'étais à Paris, je revois aussi le côté un peu froid de Paris le soir et tout, mais en même temps, j'adorais ça parce que j'avais des coachings aussi que je faisais dans des cafés, j'allais écrire dans des cafés, je bougeais, j'avais un chouette espace de coworking aussi, donc c'était cool. Donc j'ai aussi un bon souvenir de ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas souvenir de m'être mis la rate au courbouillon ou la tête à l'envers ou l'expression que tu veux pour travailler. Ok, donc dès le début, tu avais un rythme de vie quand même qui faisait beaucoup de place à ton équilibre perso, où tu n'avais pas non plus une charge de travail énorme, même si elle était répartie différemment qu'aujourd'hui, on l'a bien compris. Quelles sont pour toi les 3 choses qui t'ont permis de mettre en place ce rythme-là dès le début et dont les auditeurs, parce que c'est ça aussi l'idée, pourraient un peu s'inspirer pour leur propre business ? Alors la première chose, c'est une question plus de mindset,
où je me suis vraiment refusée à ce que ma vie passe après le business. Alors, ma vie, c'est pas dans le sens où le business, c'est le travail, et puis le vrai plaisir, il est en dehors. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste dans le sens où je voulais surtout pas me retrouver en burn-out ou à travailler énormément. Faut savoir que j'ai un passif avec le burn-out avant la création d'entreprise, un passif familial, un passif personnel, aussi dans mon ancien travail. Et donc, je sais ce que c'est et jusqu'où ça peut aller quand le travail nous rend littéralement malade, quoi. Donc, il y avait aussi ce truc-là de me dire, ben non, j'ai pas du tout envie de créer ce schéma. Et aujourd'hui, c'est pareil. Bien sûr qu'il y a des fois où je me dis, peut-être que si j'en faisais plus, ou si on en faisait plus dans l'équipe, peut-être qu'en fait, on aurait de meilleurs résultats, ou ceci, cela. Et en fait, je me dis, ouais, mais non, parce que ce serait à court terme. Et en fait, à long terme, on nous retrouverait dans quel état, ou on me retrouverait dans quel état. Donc, c'est pour ça que la première chose qui m'a permis ça, c'est vraiment ce mindset de, bah non, en fait, je vais respecter mon rythme. Et en fait, si c'est pour souffrir, il n'y a aucune raison de le faire. Et pour moi, le choix de l'entrepreneuriat, c'est un choix d'épanouissement. Alors, il y a plein d'autres raisons, mais c'est vraiment, in fine, c'est toujours l'épanouissement. Donc, la base de la base, c'est ça. Deuxième chose qui m'a permis de faire ça, je pense que c'est d'identifier ce que c'est que l'essentiel de mon business et sur quoi je dois me concentrer. Et par exemple, tu vois, on n'est pas sur 36 000 réseaux sociaux, enfin, on ne développe pas les réseaux sociaux à fond, c'est pas... Où tu prends, par exemple, Instagram, on parlait des stories, j'en fais parce que c'est rigolo, tu vois, on le fait un petit peu, mais c'est pas du tout le focus, c'est vraiment pas du tout le focus, et d'ailleurs, ça arrive, là, récemment, il y a quelqu'un qui m'a présenté en disant « Oui, c'est Charlotte, elle a le compte Instagram Postadem », et j'ai dit à l'autre personne « Non, mais en fait, me définis pas par le compte Instagram, parce que c'est pas le levier que je vais utiliser le plus, donc ça va être plus un appui, mais le plus gros, nous, c'est vraiment le choix, c'est d'être par email. » Et je pense que le fait de choisir vraiment quelque chose et de s'y tenir, ça simplifie aussi les choses parce que tu pars pas dans toutes les directions. Tout comme le fait de me dire, bah, c'est Postadem que je développe et c'est pas un autre business à 50-50 dans mon temps, etc. Donc, je peux avoir des petites choses à côté, mais le gros focus, en fait, je l'ai. Donc, pour moi, le cœur, c'est ça. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui me permet ça, je relève, alors il y a tellement de réponses possibles, mais tu vois, je parlais d'Instagram, je pense au personal branding, où en fait, on sait, si on creuse, que c'est moi qui fais Postadem, mais les ventes ne reposent pas sur ma présence, l'image de Postadem ne repose pas sur ma présence, alors ceux qui suivent sur Instagram voient mes petites blagues, tout ça, oui, mais je veux dire, ça ne repose pas là-dessus, et en soi, ce serait quelqu'un d'autre qui écrirait les emails en signant Charlotte de Postadem, si la personne est vraiment douée en copywriting et sait me remplacer, ça fait le job, quoi. Donc en fait, il y a aussi ça, c'est que c'est pas tellement mon image personnelle, et du coup, mon business est vraiment décorrélé de mon ego. C'est-à-dire que si quelqu'un aime pas Postadem, bah oui, je vais pas être contente. Mais je veux dire, je me sens pas moi personnellement remise en question ou ma valeur remise en question. Et de façon générale, j'arrive à bien séparer les deux. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui m'aide. Et après, il y a des éléments concrets sur le fait de déléguer. Enfin, il y a 36 sujets, hein, donc l'essentiel, je pense que c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question ? Complètement. Donc, on avait le point mindset et j'ai beaucoup aimé sur le fait que tu dises qu'on fait de l'entrepreneuriat, on est entrepreneur principalement pour l'épanouissement et que du coup, si c'est pour pas être épanoui dans la construction de notre boîte, en fait, c'est un espèce de... on se tire une balle dans le pied. Le deuxième point aussi, le fait de te concentrer sur l'essentialisme de ton business. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tu faisais essentiellement du copy aujourd'hui. Parce que c'était ta zone de génie, ta grosse valeur ajoutée dans le business, et t'es pas éparpillé entre la création de contenu, l'Instagram. On a compris que tu déléguais aussi une partie de tes formations, etc. Juste une petite pause sur ce point-là. Comment est-ce que tu t'es dit, ok, je garde le copywriting de mes emails quotidiens parce que c'est ma valeur ajoutée, mais je délègue la création de mes formations, là où je sais que moi, en tant qu'entrepreneur, j'aurais fait le contraire, quoi. Bah en fait, c'est une question de... Tu vois, la zone de génie, en fait, on a 4 zones de compétence. Il y a la zone de génie, la zone d'excellence, la zone de compétence et la zone d'incompétence. La zone d'incompétence, c'est vraiment le truc que tu sais pas faire, ou alors si tu le fais mal, quoi. Clairement. Bah, tiens, tu vois, moi, par exemple, Instagram, si je devais faire une stratégie de communication Instagram, je serais... entre l'incompétence et la compétence. Allez, soyons indulgents. La compétence subie, du coup. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. L'incompétence, chez moi, serait par exemple le bricolage, tu vois, ou dans le business, ça va être la technique. Tu me demandes de faire un truc sur le site internet, je ne sais même pas comment accéder à mon propre site internet. Vraiment, c'est terrible. Donc ça, c'est la zone d'incompétence, tu vois. La zone de compétence, c'est ce que tu sais faire. Ça fait le job. C'est pas incroyable, mais ça fait le job. Par exemple, dans mon cas, je sais pas moi, la gestion financière, ok, je peux m'y retrouver dans mes chiffres à peu près. Bah allez, Instagram, on peut éventuellement te mettre là-dedans, ça passe. Ensuite, à la zone d'excellence, là-dedans, t'es vraiment très bon. Ça veut pas dire que tu es number one mondial et que personne ne t'arrive à la cheville, parce que sinon, coucou syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, ça veut dire que t'es vraiment très bon là-dedans, t'apportes vraiment de la valeur. Par contre, c'est un truc qui te prend de l'énergie. Ça t'en donne pas, ça t'en prend. Bah, par exemple, moi, ça va être l'accompagnement. Le coaching, typiquement, ça va être ça. Ça veut pas dire que c'est parfait ce que je fais, mais je pense que c'est quand même un domaine dans lequel je suis
assez bonne, tu vois. Très bonne, voilà, même. disons ça. Mais par contre, ça me prend de l'énergie au-delà d'un certain volume qui est très très vite atteint. Et ensuite, il y a la zone de génie. Ça, c'est vraiment ce que tu fais très très bien aussi. Tu es excellent là-dedans. Et en plus, ça te donne de l'énergie. Et tu sens que c'est ce qui apporte le plus de valeur à toi et à ton business. Et pour le coup, moi, s'il y a bien un truc que je veux ou que je dois garder dans mon business, c'est le copywriting, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel j'aime progresser, où j'aime me former. Tu vois, naturellement, j'adore aller voir ce qui se fait dans d'autres newsletters, par exemple. Et il y a des moments où je me dis, quand même, c'est vrai que c'est un email quotidien, c'est une charge et tout. Est-ce que je devrais pas déléguer ? Alors déjà, je n'arrive pas à trouver un bon copywriter pour me remplacer. Et de deux, même si c'était le cas, en fait, je suis pas sûre que je délèguerais à 100%. Peut-être une partie des emails, mais pas tout, parce que c'est quand même quelque chose dans lequel j'aime progresser et je le vois, j'adore voir ce qui se fait ailleurs. Donc ça, je le garde pour l'instant. Et pourquoi, par contre, les formations, je vais déléguer ? Parce que déjà, je veux pas que les produits de mon entreprise reposent sur moi. Je sais pas, c'est comme si tu avais quelqu'un... une boîte qui fabrique bah tiens, j'ai pris une barre protéinée là, des barres protéinées, et que le fondateur il dit non, il y a que moi qui dois fabriquer les barres protéinées qui sortent de l'usine. Non quoi. Pour moi c'est un petit peu la même chose. C'est que non, ton entreprise elle a des produits, elle pourra avoir d'autres produits. Parce que regarde, si un jour moi je pose Madem, tu vois, pour X ou Y raison je pars post-Adem, et que tous les produits c'est ma tête dedans. Le jour où c'est plus moi, il y en a un avant-après important. Donc mon entreprise dépend de moi si c'est le cas. Donc c'est pour ça que je ne veux pas que ce soit le cas. Et aussi, je pense que même si ça complique, c'est un choix qui peut compliquer la donne. De ne pas être vraiment dedans, de ne pas avoir du personal branding, ça peut compliquer. Terme, ouais. À court terme, ça peut compliquer. Et ça arrive que je me dise, c'est sûr que si je me montrais plus, si je faisais comme ci, comme ça, je pense que là, à court terme, ça me rapporterait plus. Et ça, c'est dur, mais je cède à la tentation en me disant non, est-ce que c'est ma vision de long terme ? Non, ça l'est pas. Si là, par exemple, les ventes ont fait x2 parce que grosse stratégie Instagram, moi en story, face cam, etc., ou plein de lives et des choses comme ça, oui, peut-être que là, on va vendre plus. Mais en fait, à long terme, la valeur de mon entreprise, elle dépend de ça, donc elle est moins valorisable. Et en fait, moi, je kiffe pas. Donc je le fais pas, mais c'est pas toujours simple. Il faut se tenir vraiment à ce qui te correspond. C'est bien tout l'avantage, en même temps les limites aussi du personal branding, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre autour du personal branding. Par contre, effectivement, la boîte dépend de ton image, et le jour où tu veux partir ou la revendre, tout de suite la valeur est moindre, quoi. C'est plus compliqué. Fait. Et j'ai vraiment une philosophie de non-dépendance, tu vois, mais dans les relations, dans le business, etc. Dans mon quotidien aussi, dans mon quotidien, c'est ça. Et du coup, créer quelque chose qui dépend intégralement de moi, c'est pas mon but. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, post-Adem peut se passer de moi à 100%. On n'en est pas là du tout. Mais je veux avoir ce choix. Et la liberté, c'est aussi de pouvoir dire, ce business, si moi, je veux en sortir même temporairement, tu vois, admettons que je veuille partir en congé sabbatique pendant 6 mois, est-ce que je peux le faire ? Ou est-ce que je peux pas le faire ? Parce qu'à la limite, quand tu es salarié, tu peux obtenir un congé sabbatique de la part de ton employeur. Donc tu as presque plus de liberté qu'en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça que je veux arriver, moi, à créer dans ma vie, c'est cette liberté totale. Aujourd'hui, tu pourrais partir en congé sabbatique de 6 mois ? Alors, j'en ai parlé à quelqu'un de mon équipe hier qui a eu des sueurs froides. Donc je crois qu'elle répondrait non. Aujourd'hui, non. Il faut, je pense, 6 mois à l'avance que je le sache pour préparer les choses en fonction. Mais je pense que si j'ai un délai de 6 mois, c'est quelque chose que je peux faire. Et c'est aussi un challenge que je me fixe parce que je pense que c'est un indicateur de bonne santé de l'entreprise aussi de pouvoir en partir temporairement. Donc ça fait partie de mes objectifs. Alors que moi, tu vois, tu me dirais, t'as 6 mois et dans 6 mois, tu t'absentes 6 mois de The Bee Boost. Je sais même pas si ce serait possible, quoi. De le vouloir et de le faire non, mais même si je le voulais, de le faire, en fait, de transformer le business pour être complètement remplaçable, tellement tout tourne autour de moi en termes de contenu, de formation, etc. Ou alors ça veut dire qu'il faudrait que je batche 6 mois de formation et de podcast à l'avance, quoi. C'est vrai. Moi, pour le coup, ce serait plus envisageable. Il y aurait du boulot, notamment sur la partie copywriting. Mais en soi, nous, le business, il repose sur un calendrier de campagne. On a déjà une dizaine de produits qui existent. On a des publicités qui tournent. Donc, en soi, moi, ma présence, à part sur la copie, n'est plus indispensable. Par contre, il faut avoir cette partie-là qui est remplacée et il faut aussi avoir cette vision stratégique, cette capacité aussi à résoudre les problèmes parce que tu as le plan et puis après, tu as la pratique. Tu vois, la différence entre la théorie et la pratique. Mais c'est des choses qui pourraient se mettre en place. Tu vois, je me dis pas, non, mon business, il me permettra jamais ça. Pas du tout. Trop inspirant. J'ai une petite question qui n'est pas forcément prévue, mais que j'ai envie de te poser, parce que pareil, j'essaie de me projeter dans, moi, les questions que j'ai envie de te poser, et les auditeurs aussi, forcément, en tout cas, ce que j'imagine, c'est, tu dois avoir, en tant que chef d'entreprise, beaucoup de sollicitations au quotidien, que ce soit des partenariats, des collaborations, des gens qui veulent te parler sur Instagram, des gens qui te sollicitent, même à titre personnel. Du coup, j'imagine que le fait d'apprendre à dire non
occupe une très très grande place dans ta vie. Comment est-ce que tu gères ça? Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a du mal en fait à dire non aux gens qui veulent prendre leur temps, quoi? Alors moi j'ai une stratégie très simple qui consiste en fait à dire non par défaut. Ma réponse de base c'est non. Donc en fait si je dois faire un effort de réflexion, c'est pour que le non se transforme en oui. C'est pas j'ai tendance à dire oui aux choses et à me dire pourquoi pas et ensuite il faut que je fasse l'effort de dire non. Une petite astuce pas mal quand on vous propose quelque chose, c'est de dire ok, ce qu'on me propose, donc par exemple intervenir sur un live, rendre un article, participer à un événement, un call, n'importe quoi. Si la proposition ce serait que le rendez-vous ou le rendu ce soit demain soir, est-ce que tu dirais oui ou non? Et généralement, si on le sent pas trop, on va dire non, moi j'ai pas le temps en ce moment, je suis occupée, machin. Et très souvent, en fait, quand on nous propose des calls, des événements, des machins, des trucs, c'est pour dans une semaine, 15 jours, ou alors tiens, il y aura ça au mois de janvier, tu vois. Et du coup, tu dis oui, moi, mon agenda, il est libre à ce moment-là. Sauf que dans la vraie vie, ça n'arrive jamais que parfait. Je me suis engagée sur un truc, ça tombe bien, j'ai rien pendant 3 mois, allons-y. Non, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc moi, je pars du principe que ça va pas m'arranger le moment venu. En plus, on reboucle sur le début de l'épisode, mais où je déteste les contraintes horaires, les contraintes extérieures de j'ai tel rendez-vous, tel machin. À chaque fois que j'ai accepté, en fait, je me suis dit mais j'aurais pas dû, donc maintenant je le sais et voilà. Donc c'est ça, non par défaut. Et le fait de dire non par défaut, si vraiment c'est intéressant, tu peux dire à la personne oui ensuite, et ça simplifie la vie. Et après, c'est ce qu'on disait, il faut enlever le côté je cherche à plaire à tout le monde, à ce que ce soit parfait, à faire plaisir, etc. Moi, j'estime que je suis pas responsable du bonheur des autres. Et j'estime que je suis responsable du mien. Donc si quelqu'un à qui je propose quelque chose, ça arrive, moi aussi je fais des propositions à des gens, et des fois on me dit non. Je me dis pas cette personne elle m'aime pas, ou c'est pas gentil, ou je sais pas quoi. Je me dis juste c'est quoi, elle a raison. Elle a raison parce qu'en soi ça lui prendrait du temps, et quand la personne accepte, trop cool, on le fait, et je lâche prise là-dessus, et je pense que ça aide bien aussi. Donc vraiment être ok avec le non et pas le prendre personnellement en fait. Bien sûr, moi quand je dis non, il y en a certainement que ça concerne ici aussi, à qui j'ai pu refuser une demande d'échange. Par exemple, moi je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent voilà, je veux me lancer dans le coaching un peu comme toi, je veux écrire un livre, je veux faire, enfin tu vois, des choses par lesquelles moi je suis passée, et qui du coup me contactent à ce sujet, ou est-ce que tu pourrais m'aider sur mon projet, etc. Et en fait, je peux pas le faire, et c'est pas contre ces personnes dans le sens où le projet n'est pas assez bien ou que le message n'est pas bien, c'est pas ça, c'est simplement que sinon on s'en sortirait pas, et je pense que c'est pareil pour toi. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas essayer, parce que ça m'arrive d'accepter, tout comme moi ça arrive que des gens que j'ai envie de contacter acceptent, et ça arrive, donc il faut pas s'arrêter pour autant, faut pas se dire mais du coup quand on contacte les gens la plupart du temps ils vont dire non, parce qu'il faut ça peut tomber sur l'exception. Et pour ça, il y a aussi des manières de rendre la proposition alléchante aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de messages que je reçois où ça donne pas envie de répondre, où c'est mal amené. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quelle manière est-ce que tu refuses? Comment est-ce que tu formules ta réponse? Exemple que je peux donner, tu vois, ça c'est un exemple typique, un peu gênant. C'est qu'il y avait un entrepreneur du coworking où je travaillais avant, donc c'était en 2017, donc je travaillais en start-up, et donc c'était un incubateur, pas un coworking, et donc il y avait un entrepreneur là-bas, donc c'était devenu un ami, et on s'était pas revus pendant un bon moment, parce qu'après moi je suis partie, j'ai monté ma boîte, je suis partie à Nice, enfin bref. Et un jour je reçois un email de lui qui me met en relation avec une personne qui fait du coaching en reconversion, en disant salut Charlotte, et salut donc une telle, voilà, je me suis dit que ce serait bien de vous mettre en relation parce que Charlotte elle fait post-ADEME dans la reconversion, et cette amie, elle aussi, elle a quelque chose, elle se lance dans le coaching en reconversion, ce serait cool que vous discutiez toutes les deux. Ah oui, c'est gênant parce qu'il y a un tiers, il y a une recommandation, etc. Exactement. Ah oui, parce qu'elle était dans le sud aussi, et il savait que j'étais arrivée à Nice. Et moi, je reçois ça, et là, je me dis, c'est hyper gênant parce que, mise en relation, on est à Nice, en soi, il n'y a pas de raison de refuser. Donc là, j'avoue que c'est une des rares fois où je me suis dit, zut, comment je fais? Et d'ailleurs, c'est pas qu'est-ce que je fais, je dis oui ou non, c'est comment je fais pour dire non. Tu vois, donc déjà. Oui, c'est ça, la question, c'était même pas posée. Non, c'était le non, parce que je me suis dit, je vais prendre du temps pour cette personne, et c'est pas que je veux pas l'aider, mais en fait, ça me prend du temps à moi, et voilà. Et donc, je me suis dit, c'est quoi la vérité? Pourquoi est-ce que je vais dire non? C'est pas parce que c'est pas bien son truc, c'est parce que moi j'ai du temps qui va être consacré à mes projets à moi, à mon business, à mon équipe. Et du coup, je lui ai dit la vérité, donc j'ai dit bonjour une telle. Et écoute, franchement, trop cool ton projet, je le pense sincèrement. Mais par contre, mon temps est vraiment priorisé sur mon activité, mon équipe. Et donc, je suis navrée, mais je pourrais pas faire cet entretien avec toi. Je propose quand même, j'ai dit, si jamais tu avais une question en particulier que tu voulais me poser, réponds-moi par mail pour me la dire. Soit je réponds juste à sa question ensuite, tu vois, par email. Soit, en fait, c'est quelqu'un de mon équipe qui peut lui transmettre une interview, parce que comme j'ai fait beaucoup d'interviews, on me pose quand même
souvent les mêmes questions, on peut lui envoyer ça. Donc je laisse toujours une petite porte ouverte qui me prendra pas du temps à moi. Sauf le temps de réponse potentiellement à la question, mais qui est quand même minime vs un déj ou un après-midi passé ensemble, quoi. Complètement, et encore, là je réponds parce c'était une mise en relation, donc c'était mon mail perso, mais sinon c'est pas moi qui les reçois. Trop bien, je m'en inspire parce que je sais que personnellement, pareil, des fois j'arrive à dire non quand, entre guillemets, j'ai des bonnes excuses, mais comme dans ce cas-là, c'est des mises en relation où il n'y a pas vraiment de raison de dire non parce qu'il y a de la proximité géographique ou il y a des, j'adore cette expression, des synergies communes que les gens adorent employer. J'ai toujours un peu du mal à refuser et à trouver la bonne formulation pour faire comprendre que non seulement c'est un non définitif, parce que le danger de dire « j'ai pas le temps », qui est pourtant la vérité, c'est la porte ouverte à recontacte-moi dans 3 mois, quoi. Et l'idée, c'est absolument pas de délayer le problème, mais de juste avoir un nom ferme et définitif. Et j'ai jamais réussi à trouver de formulation vraiment puissante tout en respectant l'autre, en fait. C'est vraiment d'amener ça comme ça, d'expliquer que tu as d'autres priorités, formulées bien sûr avec diplomatie, et de proposer d'envoyer un contenu ou quelque chose comme ça. Et tu vois, le fait d'être vraiment libre, indépendant, etc., pour moi, c'est ce principe-là, c'est que tout ce qui ne va pas contribuer à te donner de l'énergie, à te faire progresser et à accomplir tes objectifs à toi, en fait, tu dis non à partir de là. Et c'est pas égoïste, parce qu'on peut pas mener tous les combats, entre guillemets. Tu vois, c'est comme dans le monde, en ce moment, il y a tellement de sujets, d'enjeux, de problèmes qui pourraient être réglés que si tu cherches à répondre à tout, tu n'y arriveras pas. Et ceux qui écoutent ce podcast, vous le savez, quand on cherche à parler à tout le monde, on parle à personne. C'est le principe d'avoir une audience bien ciblée, etc. Et c'est la même chose dans la vie. Si tu cherches à être partout, ça marche pas. Et donc, c'est au détriment. Si, par exemple, je vois cette personne-là, alors qu'en plus, j'en ai pas envie, ça me prend de l'énergie. Donc, cette énergie, déjà, pour la personne en face, c'est pas très cool parce que je suis pas au max, parce que ça me gonfle d'être là. Et ensuite, pour moi, c'est de l'énergie et du temps qui est pris au détriment de mon équipe, de mon audience, de mes amis. Donc, en fait, on va dire que ça enlève la valeur aussi à d'autres choses importantes. Voilà. Donc, une fois de plus, qualité versus quantité. J'adore. On arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais 3 idées d'action peut-être concrètes que les auditeurs pourraient mettre en place dans leur business pour avoir un rythme un petit peu plus léger de leur quotidien ? Écoute, première chose, ça va être une action mindset. Et après, ce sera des actions de la vraie vie. Cool. Première action mindset, c'est une question à se poser, c'est qui suis-je en dehors de mon business ? Qui suis-je en dehors de mon business ? Ça peut être ma personnalité. Tu viens de me spoiler ma question de fin d'épisode que je pose à tous mes invités maintenant. Ah, c'est vrai, pardon. Depuis quelques semaines. Mais c'est pas très grave. Parfait. Et du coup, j'ai intérêt à voir la réponse. Donc, qui suis-je en dehors de mon business ? Donc, ma personnalité, mes rêves, mes amis, mes projets perso, mes loisirs, bref, tout ce qui va constituer ma vie en dehors. Parce que nous, personnellement, on est une entité, et puis il y a l'entité entreprise. Ce sont 2 entités différentes. Et moi, comment je vois ça ? Il faut imaginer un petit peu comme 2 sphères, tu vois, l'une loin de l'autre, comme ça. Et en fait, tu as l'entité, toi, qui va amener à l'entreprise des ressources, des compétences, du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent, quand au début tu mets de l'argent de ta poche, ce genre de choses. Donc ça va amener dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, l'entité entreprise, elle va amener à ta petite personne, elle va lui amener de l'argent, elle va lui amener des rencontres aussi, elle va lui amener des compétences que ça va lui permettre de développer. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pour moi 2 entités qui vont interagir l'une et l'autre, mais les 2 ne sont pas fondus. C'est pas une entité, je ne suis pas Postadem. D'ailleurs, des fois, des gens qui me connaissent et qui me présentent à des gens qui ne connaissent pas, c'est Charlotte de Postadem. Et je suis là, alors pas que, même si je vois le principe, on a tendance à faire ça, mais je ne suis pas que Postadem, et je ne suis d'ailleurs pas Postadem. Et cet petit exercice mindset, il aide aussi, je pense, à relâcher une peur, c'est la peur que le business ne fonctionne pas. Parce que, tu vois, il y a des moments dans tout business plus ou moins faciles, difficiles, il y a des périodes plus difficiles. Et je pense que quand tu es indépendant de ton business, comme une relation, si tu acceptes que peut-être ce business, il va mourir à un moment, pour X ou Y raison, que tu vas vouloir le quitter, tu es aussi beaucoup plus fort parce que tu as conscience que tes compétences ou tes contacts, tes ressources, tu vas les utiliser à une autre fin que ça. Peut-être que tu vas remonter un business, peut-être que tu vas faire ci, peut-être que tu vas faire ça. Et cette liberté d'esprit, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais cette liberté d'esprit, elle va te permettre de te décorréler de ton business. Et du coup, grâce à cet exercice mindset, derrière, les actions que je vais proposer, tu vois, elles en découlent de manière beaucoup plus fluide. Est-ce que c'est clair ce que je te raconte déjà là-dessus ? C'est hyper clair, j'aime beaucoup parce qu'il y a quelques épisodes, genre 2-3 épisodes précédents, celui-ci, il y a un qui est sorti, les auditeurs, vous pouvez le retrouver en scrollant juste un petit peu plus bas dans les épisodes, qui s'appelle « Qui es-tu sans ton business ?» Et en fait, je dis exactement la même chose que toi et pourtant on n'en a pas parlé parce que tu n'étais pas au courant, où je parle effectivement de ces sphères, de cette
presque transaction en fait qui est entre toi et ton business donnant. Donc c'est hyper passionnant. J'ai hâte de découvrir les actions plus concrètes. Alors les actions plus concrètes, je ne sais pas si ça va être très révolutionnaire, mais je pense que inclus dans cette logique mindset, ça change tout. Donc pour moi, la première action concrète à faire, c'est de se dire c'est quoi l'essentiel de mon business. D'ailleurs, il y a un excellent livre là-dessus qui s'appelle The One Thing, l'essentiel. Et qu'on adore. T'en as peut-être déjà parlé en podcast. Ok, donc vous découvrez pas. Moi, j'ai lu le livre il y a quelques mois, donc c'était assez nouveau. Et ça a mis des mots aussi sur ce que je tâche d'appliquer. Et c'est pas simple à appliquer, hein, c'est de vraiment identifier la chose, l'activité, ou si tu le fais, tout le reste sera plus facile, voire inutile. Mais de se dire qu'est-ce qui est aujourd'hui, comme le 20-80, qu'est-ce qui rapporte le plus à mon business. Tu vois, par exemple, il y a certains réseaux sociaux là qu'on a arrêtés en se disant, mais il y a Marine de l'équipe qui passait du temps pour finalement quoi. Ou par exemple, la newsletter aussi, on avait une newsletter le lundi avec les articles de la semaine. Et en fait, ça servait pas tellement les ventes. Alors oui, c'était sympa à lire, mais finalement, on voyait pas tellement ce que ça apportait. Ça prenait du temps à Marine, ça prenait du temps sur nos campagnes, donc c'était pas forcément pertinent. Et donc d'abandonner ce qui va pas servir cette direction-là. Et c'est pas facile parce que des fois, on pense que notre essentiel, il est là, et on se rend compte que c'était peut-être pas le cas. Donc une fois de plus, il y a pas une réponse ultime, absolue, ça se découvre en testant. Quand on enlève ça, est-ce que ça continue de fonctionner, ça fonctionne moins bien, mieux, etc. Donc c'est pas si simple, mais en tout cas c'est de prendre ce temps. Franchement, prenez-vous, tu vois, une action vraiment clé, après la question qu'il fallait se poser tout à l'heure, une action clé, c'est prendre une demi-journée, tu vois, t'es au calme, tu te mets dans un café, un parc, ce que tu veux, et tu regardes vraiment, toi, intérieurement, ton intuition, elle sent que c'est quoi qui apporte le plus, et le lendemain, tu te reprends une demi-journée, et là tu regardes tes chiffres. Et là, tu regardes tes chiffres en te disant, ok, donc en fait, mes prospects viennent d'où ? C'est qui mes meilleurs clients ? Qu'est-ce qu'ils ont acheté ? D'où ils venaient ? Depuis combien de temps ils étaient chez nous ? Et ça, c'est pas simple. D'ailleurs, nous, on est dans une phase là de travail, d'analyse de nos chiffres parce qu'il nous manque encore un petit peu de data. Ça va nous permettre de prendre certaines décisions qu'aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à prendre par manque de visibilité sur les chiffres. Et les chiffres peuvent venir à l'inverse de nos intuitions. Et je pense que c'est important d'avoir les deux parce que nous, on a quand même une fibre entrepreneuriale où on est capable de voir certaines choses. Et ensuite, on va le confronter à ces chiffres-là. Donc, prenez-vous 2 demi-journées, une intuition, une chiffre. Et avec ça, vous allez identifier où se fait vraiment le cœur de votre business. Tu vois, je pense à une copine entrepreneur où pour le coup, elle s'est rendue compte que... Donc, elle a 2 programmes dans la formation aussi. Un programme phare qui fait le plus gros du chiffre d'affaires et un autre programme qui vient après pour ses meilleurs clients. Et en fait, au bout de plusieurs années, ils se sont rendus compte avec son équipe que celui qui était le plus rentable et qui rapportait le plus à l'entreprise, c'était le 2e programme et pas le premier. Donc tu vois, ça c'est des choses qu'on ne voit pas forcément immédiatement et qu'il faut évidemment creuser. Donc la 2e action clé, selon moi, c'est ça, c'est identifier l'essentiel. Et la 3e action clé, c'est de regarder votre petit agenda, de regarder votre temps. Vous mettez en place Toggle pour traquer votre temps et vous voyez où votre temps se perd. D'ailleurs, dans l'équipe, on fait ça aussi. Ce matin, j'avais justement un appel avec quelqu'un de l'équipe où en fait, elle m'a envoyé son rapport mensuel de temps et j'ai vu un temps énorme passer sur un projet où du coup, en fait, le projet il est plus rentable. Moi, je m'étais dit à la base, ce serait intéressant de le faire. Et voyant ce que ça a mobilisé en temps à l'équipe et pas qu'à elle, en fait, on a perdu de l'argent, tu vois, sur cette campagne-là. Et ça, je l'aurais pas vu venir si j'avais regardé que le chiffre d'affaires de la campagne. Et donc, à partir de là, on le sait, on peut ajuster. Donc, il faut vraiment le faire pour vous, surtout si vous êtes solo. Combien de temps vous passez sur les choses que vous faites aujourd'hui ? Et à partir de là, soit vous identifiez que ces choses-là, c'est pas votre essentiel et hop, ça dégage, pas d'état d'âme. Soit vous vous dites, ok, ça continue à être vraiment important. Dans ce cas-là, c'est pas forcément moi qui vais le faire parce que c'est pas ma zone de génie et je vais déléguer à ce moment-là et vous vous concentrez sur votre zone de génie. Donc là, vous apportez le plus de valeur et où vous, en tant que dirigeant, ça vous fait vibrer, ça vous fait progresser. Et je vais enfoncer le clou sur l'importance de connaître son temps et combien de temps on passe par projet, etc. C'est vrai que moi, les rares fois où je traque mon temps, je le fais pas. J'arrive pas à m'y tenir, j'arrive pas à avoir cette discipline. Mais que des fois, j'ai l'impression de faire 50 heures par semaine, mais en fait, j'en ai fait 36. Mais simplement que c'était sur des tâches qui me prennent tellement d'énergie que j'ai l'impression que ça a duré et que c'était interminable. Et VS aussi, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup passé de temps. Moi, c'est la prise de conscience que j'ai fait sur les mails, les messages. Je me suis dit, j'y passe 1 ou 2 heures par jour. Et quand j'ai commencé à traquer, je me suis rendu compte qu'on était plus entre 3 et 4. Et là, je me suis dit, OK, on a un problème par rapport à ça, il faut que je change mes process ou alors que je lâche prise aussi sur certaines choses. Donc, commencez par traquer votre temps, ne serait-ce que sur 1 ou 2 semaines. Déjà, ça amène pas mal de prise de conscience aussi. C'est vrai. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que
si tu traquais pas ton temps, t'aurais l'impression de travailler plus ou moins. Et c'est exactement ça, c'est que selon ce que je fais, tu vois, il y a par exemple le vendredi, ça arrive que je fasse 4 heures de call, justement, équipe, directeur financier, etc. Franchement, je sors de là, je suis rincée parce que je vois tous les problèmes. J'ai l'impression que ça a duré 10 heures. En fait, il y a 4 heures de travail. Mais c'est pour ça que personnellement, au-delà de 20 heures semaine, en fait, j'y arrive pas. Et moi, je me dis, je pense que là-dessus, on a tous des rapports différents au temps. Toi, je sais que tu peux travailler beaucoup plus et que ça te convienne. Moi, ça marche pas. Mais même quand j'étais salariée, je souffrais vraiment de ça. Parce que ça correspondait pas du tout à mon rythme. Et on a aussi des personnalités et des rythmes différents. Et je pense qu'il faut savoir s'écouter, comme t'en as qui vont être du matin, d'autres qui vont mieux arriver à travailler l'après-midi. Moi, j'ai des phases aussi. Il y a des phases où je vais bien travailler le matin. Mais généralement, la plupart du temps, ça va être l'après-midi que je vais être le mieux. Donc, il faut juste s'écouter là-dessus. Hyper intéressant. Je pourrais continuer cette discussion encore très longtemps, mais pour les oreilles de nos auditeurs, on va commencer à clôturer tout doucement. Si je t'ai demandé d'intervenir sur ce sujet-là, de travail 20 heures par semaine et en ayant un business rentable, c'est-à-dire que t'es pas juste une coach qui fait des consultings ou du coaching individuel, tu as quand même un gros business qui tourne, on l'a bien compris avec une équipe, c'est que tu es en train de monter un programme qui s'appelle Élé, entrepreneur libre et épanoui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Yes, justement, ça partait de ce constat-là. Petite anecdote, j'étais en mastermind, je parle de mon mastermind, c'était en avril 2022, et en fait, on a eu une intervention d'une des participantes sur le burn-out des entrepreneurs. Et en fait, cette intervention, il y a plein de gens qui ont réagi en disant « mais je suis concernée, en fait, j'en avais pas forcément conscience et je suis concernée ». Et ça a été l'électrochoc parce qu'il y a notamment un des participants qui a levé la main en disant au bout d'un moment « mais en gros, arrêtez de vous plaindre, c'est normal, de toute façon, quand on devient entrepreneur, on signe pour ça, on signe pour souffrir, c'est normal, quoi ». Et ça a été tellement l'électrochoc, je me suis dit « ah ouais, mais en fait, les gens autour de moi pensent vraiment ça ». Il y en a vraiment beaucoup qui sont complètement au bout du rouleau, voire en burn-out, ou en tout cas qui sont passés par là. Même des gens d'ailleurs, soit avancés dans le sens, ça fait déjà plusieurs années, le business a grossi, soit des personnes qui débutent et qui ont en fait tendance à reproduire un peu le schéma, je sais pas, scolaire, salarié, ou justement la fameuse croyance de pour réussir, il faut souffrir, il faut cravacher. Et je me suis dit, il y a tellement ça, que par rapport à mon audience de Postadem, où c'est des gens qui ont envie d'entreprendre, mais qui se disent « j'ai pas envie de me cramer, il paraît que j'aurai plus de vie, donc j'ai pas envie d'y aller », ou alors on a dans l'audience aussi beaucoup de personnes qui se sont déjà lancées via nos programmes comme Side Project, qui ont commencé leur business, etc., et qui se retrouvent vite à être déjà au four et au moulin. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire sur cette philosophie de vie. Et donc, je vais partager du mieux que possible, ce qui me permet, moi, d'avoir un équilibre. Une fois de plus, rien n'est parfait. Mais en tout cas, quels sont les grands principes ? Tu vois, j'ai identifié 8 grands piliers qui permettent d'avoir cet équilibre, de trouver du sens, d'avoir l'équilibre, d'avoir du temps pour soi, d'être serein, de se sentir en sécurité, libre, etc. Et donc, ces 8 piliers, c'est des choses que moi, j'applique dans ma vie. Et les moments où, justement, je trouve que ça va un petit peu moins bien en ce moment dans ma vie, mon business, je reviens à ces piliers-là et ça, entre guillemets, ça règle mes problèmes. Donc, je me suis dit que j'allais mettre tout ça dans un programme. C'est pour ça que, justement, je fais cette formation moi-même pour le coup, parce que ça, c'est dans ma petite tête et ma petite vie à moi, pas celle de mon équipe. Et donc, l'idée, c'est vraiment de transmettre ça. C'est comment tu transformes pas l'entrepreneuriat en enfer pire que le salariat, mais tu fais vraiment l'entreprise qui est au service de ta vie et pas l'inverse. Est-ce que tu peux nous, en guise de teaser, nous citer 1 ou 2 piliers ? Oui, bien sûr. Un des piliers dont on a parlé là, c'est le temps. On parle justement de comment retrouver le temps. Alors, il y a un des passages où c'est la méthode anti-Sarkozy, parce que Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus. Là, non, on va essayer de faire l'inverse, c'est travailler moins pour gagner plus. Tu vois, c'est ça l'objectif. Donc, justement, comment on se réapproprie son temps. Et je parle non pas de la semaine de 4 heures, mais de la journée de 4 heures dedans. C'est mon rythme, c'est mon principe, mais l'idée, c'est ça, c'est comment tu limites le nombre d'heures. Donc, il y a un des piliers qui est le temps, dont on a discuté. Un autre pilier, ça va être la sérénité. Le temps, on va être sur quelque chose de très pragmatique, pratique sur l'organisation de ton temps. La sérénité, ça va être quelque chose de beaucoup plus mindset, sur comment tu fais en sorte d'être serein, un peu quoi qu'il arrive dans ton business. Voilà. Et après, les autres piliers, il y a aussi sur l'entourage, on n'en a pas tellement parlé, mais le cercle dont on fait partie a un impact hyper important aussi sur notre santé mentale en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, un petit teasing rapide. Ça donne trop envie, même à moi. Enfin, de toute façon, je te l'avais déjà dit, je pense que je serai cliente de ce programme à titre personnel. Charlotte, merci beaucoup. Je mettrai évidemment tous les liens des ressources qu'on a citées, y compris celui de ce programme, dans la description de cet épisode de podcast. Merci pour ta présence, pour ta générosité, pour ta bonne humeur, pour ton humour. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé. Merci pour ton invitation. C'était un vrai plaisir, à bientôt.
Et voilà les amis pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu. Absolument toutes les ressources, les liens, les anciens épisodes que j'ai pu citer ou que Charlotte aussi a pu citer dans cet épisode sont linkés dans la description sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter ces mots actuellement. S'il y a une chose que je retiens de cet échange, alors il y avait beaucoup de choses intéressantes, j'ai appris plein de choses, mais il y en a une particulièrement qui m'a un petit peu fait l'effet d'une petite baffe en pleine figure, c'est quand Charlotte a dit « Si je l'ai fait une fois dans le business, je ne le refais pas 2 fois ». Pas sûr que ce soit exactement la formulation qu'elle ait employée, mais vous avez en tout cas l'idée. Et j'ai adoré ce mindset de se dire « Je sais le faire, je l'ai fait une fois, et du coup, à partir de la deuxième, je délègue ». Chose que moi-même, personnellement, avec The Big Boost, il faut encore que j'apprenne à faire. Donc, quelque chose que j'ai beaucoup aimé parmi son discours qui m'aide à voir les choses d'une manière différente. Et j'espère que chacun et chacune d'entre vous, vous repartez avec une petite punchline qui vous aidera à aborder ou à voir les choses, ou même à faire les choses peut-être différemment au sein de vos business. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!